Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Nous sommes avec Saloum Ndiaye, qui est le coordonnateur du projet Mobilier National. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Merci d'être là. Bonsoir, Aram. Merci de m'avoir invité à ce plateau. La sortie du ministre de l'Intérieur met sur la table l'obligation du port de masques. On a envie de vous dire où sont les 10 millions de masques qui avaient été chantés à un moment donné de l'évolution de la pandémie. Alors, il faut juste rappeler que l'opération 10 millions de masques est née des instructions du président de la République relatives à la lutte contre la pandémie et le début du mois de mars. Et le ministère en charge de l'artisanat avait, sur la base de ces instructions-là, travaillé sur la confection d'1 million de masques pour la première phase test. Ce million de masques, on est allé même plus exactement à 1 260 000 masques que nous avons répartis entre les grandes organisations professionnelles d'artisans, des couturiers confectionnants, qui l'ont fabriqué et qui ont été mises à disposition de l'administration. Tous les démembrements de l'État dont le travail expose en tout cas à l'accueil de la population ont été servis. Une partie a été consacrée aussi à la reprise des cours pour les classes d'examen, aussi bien pour le ministère de l'Éducation nationale que pour nos centres de formation. Ça, c'est le 1 260 000 masques que le ministère en charge de l'artisanat avait piloté. Cette phase test terminée, bon, il y a eu une réussite sur la qualité des masques qui ont été certifiés par l'Association sénégalaise de normalisation. C'est là où l'ADER a pris le relais en lançant l'opération 10 millions de masques. Mais je crois que vous l'avez pu entendre à travers les médias, ça n'a pas été la même démarche parce que l'ADER a au jour d'aujourd'hui produit 9 700 000 masques plus exactement qui sont stockés à Diamniadio et qui seront commercialisés dans les circuits pharmaceutiques. Alors aujourd'hui, comment s'est effectuée cette sélection qui a déjà été effectuée en amont pour choisir les tailleurs qui pourront bénéficier de ce marché-là? Alors ça a été facile pour nous parce que ayant en charge le secteur de l'artisanat, nous avons tenu des rencontres avec l'ensemble des acteurs, en tout cas les associations faîtières fortes. Je peux les citer, le Mouvement des Terres du Sénégal, l'Association des couturiers du Sénégal, la FENAF, qui sont des organisations faîtières sur le plan national. Nous nous sommes concertés à plusieurs reprises pour stabiliser déjà le prix de confection du masque, que nous avions stabilisé à 400 francs. Quand on a discuté avec les techniciens, le coût de production du masque ne dépasse pas 200 francs. Mais comme on était en période de pandémie, ça leur a permis d'avoir au moins le double objectif que le ministre Dame Diop avait souhaité mettre en avant, c'est-à-dire accompagner le secteur du textile sur les conséquences économiques de cette pandémie. Donc les masques ont été fabriqués par nos tailleurs en raison de 400 francs par masque. Et tous les quotas ont été à plus ou moins égal répartis entre les différentes organisations faîtières. Il y a eu 420 000 masques aussi qui ont été confectionnés à travers les 14 régions du Sénégal, en raison de 30 000 masques par région. Et tous les masques qui ont été confectionnés dans les régions sont restés dans les régions. Parce qu'on est parti du principe selon lequel une personne qui a besoin de masque à Kédougou ne doit pas avoir la possibilité de l'attendre de Dakar. Donc c'était la logique que nous avions pris avec cette dimension territoriale. 420 000 masques ont été répartis dans les 14 régions. Mais comme Dakar était un peu l'épicentre de la pandémie, le nœud de la production s'est effectué avec les organisations faîtières de Dakar. Mais on sait que l'État paie après service. L'État a l'habitude de payer après service et que les artisans n'ont pas une grande capacité pour mobiliser un certain nombre de fonds. Comment vous avez fait? Tout à fait. Ça a été intégré dès le départ. Hein. Moi, je suis très bien placé pour le savoir parce que le projet Mobilier National accompagne les entreprises artisanales à accéder à la commande publique. Donc ça a été un facteur que nous avons tout de suite anticipé. Tous ceux qui ont produit des masques ont payé à la livraison.
Donc ils se sont organisés, comme c'est des organisations fêtières, déjà dans la répartition des masques entre les membres, les quotas, et le jour où ils exécutent la commande, on les paye d'office. Heureusement, avec l'appui du ministère des Finances, tout le monde a été payé par un compte de dépôt logé au ministère des Finances. Il n'y a pas eu un chèque qui a fait plus de 48 heures au ministère des Finances. Aujourd'hui, on est dans un contexte où beaucoup plaident pour que l'État puisse donner les masques gratuitement à la population. Est-ce que cela est envisageable? Pourquoi pas? Je crois que la sortie de son Excellence le Président Macky Sall hier montre aussi l'importance du port du masque dans les mesures barrières. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire suite à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Nous sommes assez favorables à ce qu'on puisse mobiliser les ressources pour produire davantage parce que ces masques ont été... Mais qu'on ait besoin de masques, qu'on en confectionne 9 millions, vous avez dit, et qu'on les stocke à Diamniadio, comment cela se peut-il alors qu'aujourd'hui on exhorte la population à porter des masques? Ça, c'est la logique de l'ADER. L'ADER est un organisme de financement. Vous avez entendu tantôt le délégué général parler de prêts pour financer cette production. Après, s'il a contractualisé un prêt, il va falloir qu'il se débrouille pour pouvoir rembourser. Ce qui veut dire que si la prêts. population n'achète pas ces masques, ils ne seront pas utilisés. C'est son choix, il faudra lui poser la question. Moi, je suis là en charge avec la tutelle de l'artisanat. En tout cas, les 1 260 000 masques que nous avons produits, aucun masque n'a été commercialisé. Il y a une partie que je donnais souvent à chaque fois que j'étais invité sur un plateau de télé. Le reste est allé à l'administration, les démembrements de l'État qui sont exposés à accueillir des populations. Le montant est plutôt, le nombre est plutôt dérisoire, 1 200 000 masques. Pour aujourd'hui, une population de 16 millions, on attend plus du ministère. J'aurais bien aimé faire 20 millions de masques. Ça me permet de satisfaire la demande de mes artisans. Ça me permet aussi de lutter économiquement contre la résilience. Mais je ne peux pas... C'est le financement qui pose problème. Maintenant, l'État a des priorités, il y a des arbitrages qui sont faits. Demain, si j'ai la possibilité de reproduire encore 25 millions de masques, volontiers. D'autant plus que ça fait travailler les artisans. Oui, mais au-delà de la confection de masques, le président avait donné des directives pour l'accès des membres, des artisans à la commande publique. Tout à fait. Est-ce que cela a été respecté? Absolument. Bon, vous savez, la coordination du projet immobilier national est née en 2015 par un décret présidentiel. Et à l'époque, quand on commençait, en 2016, il n'y avait qu'une seule entreprise artisanale qui avait accédé à la commande du mobilier de bureau et d'appartement de l'État, à hauteur de 185 millions. Quand on a mis en place le dispositif, tout le travail d'accompagnement en termes de formalisation, de formation, de renforcement de capacité technique, au moins pour répondre aux normes standards du mobilier de bureau et d'appartement, a été fait par le projet immobilier national. En 2018, nous sommes arrivés à 45 entreprises qui se sont réparties la rondelette somme de 1,465 milliard. Maintenant, on aimerait bien qu'on ait des taux d'accès supérieurs à 80%. Il y a toujours des résistances culturelles, moi je les appelle comme ça, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui font le choix, pour des raisons qui leur sont propres, d'acheter du mobilier importé. Alors qu'aujourd'hui, je crois que les artisans ont démontré toutes leurs compétences en termes de fabrication de mobilier. Il y avait des questions d'ergonomie sur le respect des délais de livraison. Ça, c'est leur incapacité financière qui fait que de telle sorte que, malheureusement, des fois, ils ont du mal à respecter les délais d'exécution. L'autre aspect, c'est que l'État paye après service. Quand c'est une lourde commande, il va falloir que nous les accompagnions par une facilitation. C'est l'astuce qu'on a trouvée avec la DMTA, c'était de voir quelqu'un qui gagne par exemple 80 000 bureaux à faire. S'il livre 10 bureaux, on le paye 10 bureaux.
Comme ça, il aura la possibilité de réinvestir sur le reste de la commande. Tout ça, c'est des arguments que nous mettons en avant pour pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient la capacité, à la fois technique et financière, de répondre vraiment à la procédure légale. J'en reviens au masque parce que c'est important. Il ne faut pas aujourd'hui brandir des sanctions à l'endroit de la population et que cette, disons, ce masque-là ne soit pas disponible ou qu'il ne soit pas accessible à la population. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir ces masques à un prix raisonnable, mais en grande quantité, afin que tout le monde puisse en avoir accès? Alors, nous, quand on a commencé l'opération, nous avons fait un petit tour. On n'est pas encore dans les 10 millions de masques, parce que finalement, c'est plus 10 millions de masques, c'est 1 200 000 masques. Le reste, c'est la DER et ça sera commercialisé, c'est ce que vous nous avez dit. Tout à fait, absolument. Oui, mais... Moi, je parle plutôt, nous, du programme millions de masques que nous avions engagé. Déjà, dans la stabilisation du prix, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des réunions de partage avec les producteurs qui ont plus ou moins fixé leur marge en tenant compte des réalités du marché aussi. Parce qu'on a fait le tour de tous les masques qui se vendaient au niveau des feux rouges et le prix moyen était de 400 francs à peu près. Et les masques que les artisans avaient produits sont des masques réutilisables, contrairement malheureusement à ce qu'on retrouve souvent sur les feux rouges. Le deuxième aspect, c'est le choix du textile, parce que tout ça, ça a été certifié par l'Association sénégalaise de normalisation. Tout produit a un coût. Maintenant, l'État a fait des efforts, en tout cas de sortir cette manne financière-là, aussi minime que vous pouvez le penser, au moins pour accompagner la dynamique et le processus. Il y a eu beaucoup de volontaires aussi qui ont pu nous interpeller pour dire qu'eux, ils veulent contribuer à cette lente solidarité. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais vu dans un pays, en tout cas impacté par la pandémie, de mettre à disposition gratuitement des masques. Oui, malheureusement, si pas gratuit, nous Sénégalais, c'est un prix assez accessible. Tout à fait, les prix sont accessibles. 300 francs, 400 francs, c'est pas donné à tout le monde. Oh. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pour la plupart des populations... Certains sont en chômage technique, d'autres ont vu leur salaire réduit. S'ils veulent une cigarette, ils peuvent se l'acheter. Le secteur informel a eu beaucoup de difficultés dernièrement. D'un point de vue personnel, moi je suis contre la totalité de la gratuité. Vous êtes en mesure d'en acheter, peut-être Daouda également. Daouda peut acheter, je crois, même un paquet de masques. 400 francs l'unité pour un masque que vous pouvez utiliser 2 mois, je crois que c'est pas... Vous savez comment sont constituées nos familles? Je sais très bien. Moi, je suis d'un quartier populaire, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, quand vous avez la volonté de vous protéger, vous pouvez vous organiser à acheter un masque à 400 francs, c'est pas la mer à boire. Ça, on peut le concéder. Mais ce qui n'est même pas pédagogique, c'est de pouvoir tout donner gratuitement. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je m'arrête à la qualité. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une norme qui a été mise en place afin que les tailleurs qui confectionnent puissent la respecter. Aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes qui refusent les masques en tissu. Est-ce qu'aujourd'hui, nos masques ont cette qualité tant chantée qui fait que quand une personne l'utilise, elle peut aller d'un pays à un autre avec sans pour autant être inquiétée? Ça dépend de qui a fabriqué le masque. En tout cas, nous, ce qu'on a fait, la première étape dans ce processus de fabrication, c'était de prendre des échantillons et d'aller les mettre à disposition des services de la santé qui avaient donné leur accord. La deuxième étape était d'impliquer l'Association sénégalaise de normalisation qui a plus ou moins défini un protocole de fabrication que l'ensemble, en tout cas des tailleurs que nous avons encadrés, ont respecté sur la taille du masque, sur la taille du gabarit, le patron plus exactement, sur le choix du textile, que ce soit du coton 100% ou du polycoton à 80%. Et nous, toutes les commandes que nous avons reçues, il y a eu une équipe de validation technique composée d'agents du ministère et des agents de l'Association sénégalaise de normalisation. Je peux certifier en tout cas que les masques qui ont été encadrés dans la production au niveau du ministère en charge de l'artisanat sont des masques qui respectent les normes standards. Des masques que beaucoup n'ont pas vus.
beaucoup, je peux vous citer là où sont partis les masques. Vous m'avez dit les écoles, les groupements de femmes, quelques organisations qui quelques ont pu organes en de avoir presse, et il y a eu redistribuer. l'éducation nationale. Mais par rapport au nombre, il est normal que les gens ne sentent pas trop l'implication de la tutelle par rapport à... Mais l'idée de départ, ce n'était pas non plus de produire 1 million de masques et de le donner aux populations. Ça a été clair. C'est-à-dire nous, on a procédé à une phase test pour impulser une dynamique que des privés ont pu en tout cas ressaisir pour leur personnel, qui a inspiré aussi un organisme comme l'ADER de pouvoir piloter 10 millions de masques. Mais dès le départ, même dans la communication, on a été très, très clair. C'était une phase test pour impulser cette dynamique-là. Et voir aussi, nous avons en charge le secteur de l'artisanat. Notre principale préoccupation, au-delà de la lutte contre la pandémie, en termes de port de masque, c'était aussi de voir comment on peut soutenir les artisans d'un point de vue économique à un moment où toutes les activités ont été plus ou moins impactées. Et qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Il y a la production de ces masques-là, l'ensemble des organisations fêtières qui ont produit ces masques, on les a encadrés avec des produits phytosanitaires pour qu'ils puissent, sans débourser de l'argent complémentaire, respecter les normes de production de ces masques-là. Il y a eu un programme de résilience aussi pour lequel il y a une partie en appui numéraire qui est adressée aux artisans. Je laisserai la primeur au ministre de pouvoir le communiquer. En tout cas, il y a des initiatives qui ont été prises. Il y a un programme qui s'appelle le PEJA qui a pu, en tout cas, aider les artisans qui sont bénéficiaires de ce programme à hauteur de 150 000 francs CFA en termes d'appui financier. Il y a eu un autre programme qu'on est en train de stabiliser dès lundi. Le communiqué est sorti, le ministre l'a signé. Le président vient d'accorder aux artisans une enveloppe de 35 milliards pour les soutenir en période de pandémie. Nous sommes en train de faire les arbitrages techniques pour faire la répartition. Les artisans sont du milieu informel et donc c'est vraiment des gens qui ne sont pas bien organisés. Comment faites-vous pour les recenser pour plus d'efficacité dans vos actions? Alors, la problématique des statistiques a été toujours l'une des difficultés du secteur informel ou semi-informel. Nous avons réuni l'ensemble des structures d'encadrement, particulièrement les chambres de métiers, qui ont la tutelle aussi de l'encadrement des artisans et qui sont présents sur tout le territoire national. Nous avons 14 chambres de métiers avec des antennes dans certains départements. Il y a eu des supports qui ont été travaillés, stabilisés entre la tutelle et les chambres de métiers. C'est une fiche d'inscription sur laquelle chaque artisan peut s'inscrire et il y a des équipes qui vont faire les visites de conformité pour voir réellement s'ils sont en activité, où est-ce qu'ils sont situés, etc. Donc on est en train de voir qu'au moins cet argent revienne aux ayants droit. Il y a des artisans certes, mais si on se limite à ce que vous dites, on peut avoir à côté des voix qui vont se lever. Parce qu'il y a certains artisans qui ne sont pas aujourd'hui dans des structures. Est-ce qu'aujourd'hui ce lot-là est pris en compte? Ou dans la vous disiez tout à l'heure, avec les organisations fêtières et tout, vous allez faire en sorte que les ayants droit puissent bénéficier de ce montant-là. Je suis en train de dire qu'il y a des artisans qui ne sont dans aucune structure. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont pris en compte dans ce dispositif? Les fiches d'inscription sont des fiches d'inscription individuelles. Qu'on soit dans une organisation fêtière ou pas, dès l'instant qu'on peut justifier qu'on est un artisan en activité, vous êtes éligible. Et comment se passera cette distribution? C'est un projet que l'on présente, c'est pour pouvoir bénéficier de cet argent, ou c'est un montant qui sera déterminé et qui sera distribué? C'est un montant qui sera déterminé individuellement pour chaque artisan. On n'a pas besoin, on n'a pas l'obligation de présenter un projet. D'accord. C'est juste un appui par rapport au programme de résilience économique et sociale du président de la République. Que vous donnez gratuitement. Mais il y a les menuisiers quand même qui disent que le secteur est en train de mourir parce que justement ils ne sont pas pris en compte par la commande, au niveau de la commande publique. Alors, je vais encore revenir sur cette question de la commande publique. On ne peut pas avoir
une organisation informelle, avoir son petit étal au bout de la rue du moins, une scie et vouloir gagner une part de commande publique. Donc il y a un effort à faire et nous travaillons avec eux sur cet effort-là. Nous avons théorisé toute la politique d'encadrement à travers ce qu'on appelle la politique des 4 F. C'est-à-dire nous avons identifié 4 leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir les accompagner à accéder à la commande publique. Le premier levier, c'est la formalisation, parce que souvent, même s'ils vont à l'APIX déclarer leur activité, ils ont une organisation et une manière de produire qui est assez informelle. Ça aussi, nous donnons des formations sur l'organisation de la production, comment gérer une commande, etc. etc. Le deuxième F, c'est le F du financement. Quand on est informel, on est éligible à aucun service financier. Donc, ils ont des difficultés par rapport à ça. Il y a eu des lignes de financement que l'État avait mises en place en collaboration avec l'ACEP qui leur permettait d'avoir du préfinancement quand ils gagnent un marché public. Le troisième F, c'est le F de la question foncière, parce que souvent, quand on est aussi installé de manière précaire quelque part, on est éligible à aucun dispositif structuré. Le quatrième F, c'est le F du... Et le dernier. C'est les 4. Hein. Donc c'est le financement, la formation, la formalisation et la question foncière. Voilà. Merci beaucoup Saloum Ndiaye, le coordonnateur du projet immobilier national. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Dans un moment où un peu